Il faut libérer les petits entrepreneurs, les libérer de tonnes de contraintes. Beaucoup d'entre elles ne servent à rien, contraintes au niveau du droit du travail. Il faut simplifier leur vie quotidienne. Je pense qu'il faut aussi, je dirais, aider ou obliger tous les tiers qui peuvent apporter quelque chose à l'entreprise qu'ils le fassent. Alors c'est aider les investisseurs ou c'est obliger des grandes entreprises à aider les petites. Il faut arrêter d'apporter aux petites entreprises des aides qui installent ces petites entreprises dans une économie virtuelle, je pense en particulier aux exonérations de charges sociales. Elles n'auront aucun intérêt à sortir de l'état de petites entreprises qu'elles sont, ou intérêt, ou elles ne le pourront pas, parce qu'on leur a créé une économie virtuelle. Elles feront du chiffre d'affaires dans des conditions qui ne sont pas économiquement viables quand elles seraient plus grandes, donc elles restent petites. Inculquons dès l'école primaire, dès l'école secondaire, dès le lycée, l'esprit d'entreprise en faisant prendre conscience à des enfants qu'entreprendre c'est magnifique. Entreprendre aussi c'est risquer. Pour entreprendre il faut mettre ses tripes mais il faut aussi mettre son portefeuille. Les jeunes, moi ce que je voudrais c'est qu'on leur donne les tripes et les vieux je voudrais qu'ils donnent le portefeuille. Bon. Et la loi TEPA est un excellent exemple. Donc il faut aussi susciter, impulser pour que l'argent qui existe en France, il est là, hein, il n'y a aucun problème pour l'avoir. Il faut qu'il aille vers ces petites entreprises. Les carrières les plus nobles, c'est celles d'entrepreneurs. Tout ce que font les pouvoirs publics pour donner du souffle à cet élan de la création, du développement de petites entreprises est une bonne chose. Donc FSI, à condition que le FSI vienne vraiment sur les petites entreprises au demeurant, ou OSEO et que doper ses moyens, etc., c'est une excellente chose. Mais ça ne suffit pas. Le capital risque, tout au moins ce capital risque est en risque, si je puis dire. Le versant loi TEPA, donc le soutien en capital aux petites entreprises, oui, elle s'essouffle. Pourquoi elle s'essouffle? Pour moi, il y a deux responsabilités majeures. Certains acteurs indélicats l'ont contourné, l'ont utilisé à la frange, voire pas du tout dans son esprit initial. Et cela a provoqué quoi? La réaction des politiques. Réaction sempiternelle. Alors la loi TEPA, entre les instructions, les décrets, les lois de finances rectificatives, les lois de finances plus Bruxelles, a été modifiée, si ma mémoire est bonne, 14 fois depuis qu'elle a été créée en 2007. Et elle a petit à petit été non pas vidée de sa substance, mais réduite de sa substance, complexifiée, et le marché a pris peur. La confiance a été moins bonne. Le point favorable de la loi TEPA, c'est que ça a créé un élan pour que, comme je dis, les vieux riches, hein, allez, je le dis comme ça, prennent leur portefeuille et financent des petites entreprises qui n'existaient pas avant. On n'a pas laissé le temps aux acteurs comme nous de convaincre ces gens-là que avoir mis cet argent, bon, ils ont économisé leur ISF, c'est bien, mais ils vont faire aussi des choses très bien, s'investir dans les petites entreprises et les voir se développer. Il y a un autre problème aussi qui joue, c'est que on est en France, on est en Europe, on est contraint par les règles européennes. Or, tous ces mécanismes dont on parle, qui sont fiscaux, hein, qui sont des aides d'État, donc indirectes, sont régis par Bruxelles. Et Bruxelles ne connaît qu'une classification, c'est la PME. Et à Bruxelles, la PME, je fais court, parce qu'il y a trois critères, mais celui qui est le plus marquant, c'est le nombre de salariés, 250 salariés. Bon. Donc en dessous de 250 salariés, on est une petite entreprise, au-delà, on n'est pas une petite entreprise. Très bien. Ce qui veut dire qu'en dessous de 250 salariés, on bénéficie des aides. Mais là, ça crée un problème, parce que investissez, monsieur, si vous avez quelques milliers d'euros à investir, c'est pas la même chose en termes de risque de les investir dans une boîte qui a 249 salariés que chez un gamin qui crée sa boutique et qui a encore 0 salarié. Le risque n'est pas du tout le même, alors que les aides sont les mêmes. Et ça crée un problème, parce que selon les acteurs plus ou moins bienveillants ou imaginatifs, on va voir cette épargne, je l'appelle comme ça, cette épargne, plutôt aller vers le secteur à moins de risque de ce grand éventail. Mais ce secteur qui est à moins risque, c'est aussi celui qui a le moins de besoins. Ça marque le fait que l'État
n'a pas conscience de ce qu'est une petite entreprise et du risque qui va avec. L'actionnariat, c'est quoi? C'est autant que faire se peut. Aller chercher, alors certes via le vecteur ISF ou les vecteurs fiscaux, mais aller chercher de l'épargne, de l'argent chez ceux qui en ont, en leur disant, vous avez un avantage fiscal, donc arrêtons d'en parler, vous l'avez, et venez avec nous parce que votre argent va servir à aider les jeunes à créer des entreprises. Et nous disons aux jeunes avec qui on va s'associer, justement, nous allons être associés avec vous. On accompagne et soutient 51 entreprises. C'est très difficile, très difficile. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose.